défi de vivre ensemble, etc., de développement urbain. Et le deuxième projet dont on a été partenaire, c'était Zinc qui était partenaire. Non, j'ai oublié d'ouvrir l'onglet. Le projet Risk Change, qui est un projet qui interrogeait à travers la création artistique, qui abordait le sujet des migrations qu'on connaît, qui sont renforcées là depuis quelques années. Donc on a pu accueillir des résidences et faire des créations dans les deux projets. On a pu, grâce à ces deux projets, déjà s'ouvrir et internationaliser nos activités, et notamment la Biennale, qui a bénéficié de ces projets pour être mieux visible à l'extérieur et accueillir des coproducteurs de l'Europe entière. Ça nous a appris, ces deux dossiers, à changer nos façons de penser, à comprendre comment on pouvait construire, animer et tirer le meilleur parti d'un projet européen. Tant et si bien que fin 2019, lors du dernier appel de Creative Europe pour la précédente programmation, on a déposé deux dossiers, un pour chaque asso, un large scale Realities in Transition sur la création toujours dans l'espace public en réalité augmentée, et un small scale Digital Intersection sur justement comment le modèle économique des structures d'art et de culture numérique pouvait s'alimenter de coopération, on va dire, hétérogène avec le secteur marchand. Alors les deux dossiers ont été accompagnés par Laurence Baronne et Cyprien du Relais Culture Europe. On les a loupés de très peu. Les deux dossiers ont eu une note de 73 sur 100, alors qu'il fallait 75 pour réussir. Donc ce qui nous laisse plutôt sur on va dire un quasi-succès, et vu que ces deux dossiers, on va les réécrire et les améliorer pour les redéposer là des mois d'avril, mai, juin, personne ne sait, je crois, lors du prochain appel, ou en tout cas, on va les adapter pour enfin les obtenir. J'en ai presque fini. On reconduit aussi le projet Future Diversity, ce que vous voyez toujours à l'écran, qui a été véritablement un succès en changeant de leader. Le leader, je vous passe les détails, mais on a un leader finlandais qui ne se retrouvait pas finalement en tant que leader, mais qui souhaite rester partenaire, puisque c'était une université, donc ce n'était pas leur cœur d'activité, la production artistique et culturelle. Donc, se positionne pour être leader et va candidater à nos côtés la Friche Belle de Mai. Donc, ça fait 3 dossiers à déposer dans les prochains mois. Et un quatrième, parce qu'évidemment, le fait de participer à des dossiers génère de l'attrait et des sollicitations extérieures. On est sollicité pour être partenaire sur un autre gros dossier, un large scale, sur de la création en spectacle vivant, incorporant des données, des entrées audiovisuelles, etc. Donc, juste pour vous dire, et pour que ça vous serve, si vous n'avez pas été encore porteur de projet, en gros, j'ai envie de vous dire, allez-y, que vous serez bien accompagné, notamment par Laurence et le Relais Culture Europe, mais aussi Marie-Laurence Com et toute l'équipe de la région, qui ont toujours été des soutiens, que ce soit en phase d'écriture ou de mise en production des projets. S'il y a 3-4, on m'a demandé de vous donner des tuyaux. S'il y a 3-4 tuyaux peut-être à retenir, c'est de faire bien correspondre lorsque vous designez vos projets avec vos partenaires en Europe. Faire bien correspondre vos work packages. Alors ouais, on fait du franglais du coup quand on fait des dossiers européens. Vos paquets de travaux, enfin les livrables que vous devrez rendre, essayez de les faire correspondre au mieux à votre activité déjà programmée et déjà planifiée, ce qui vous permettra d'optimiser en fait, voire de diminuer le temps de recherche de match funding, puisque les dossiers européens ne sont pas financés à 100% par l'Europe. Il vous faut aller chercher des financements en local, à moins que ces financements en local, vous les ayez déjà, soit en subvention de fonctionnement, soit en subvention de projet. Et à ce moment-là, à vous de faire matcher vos projets existants avec des projets européens, de les faire discuter et de les faire monter soit en volume, soit en qualité, soit les deux. Deuxième tuyau serait s'entourer de partenaires fiables, et si vous ne les avez pas déjà testés, aux partenaires à l'international, au moins qui vous aient été recommandés par des partenaires proches. Parce que voilà, la solidité du partenariat, la confiance et la qualité de chaque partenaire est assez importante quand on travaille à distance, qu'on se rencontre peu, mais qu'on a quand même de gros enjeux, puisque les dossiers européens sont des dossiers importants en termes de volume d'activité et de volume financier.
Troisièmement, c'est anticiper. J'imagine que vous êtes déjà en train de phosphorer sur des dossiers à déposer. Donc, voilà, il faudrait quasiment avoir le dossier pas écrit, mais presque, avant que l'appel à projet ne soit publié, ou au moins le consortium de partenaires quasiment constitué. Parce qu'après, c'est vraiment le rush entre la publication des appels à projet et la deadline. Il n'y a que 2 mois. Et 2 mois, ça passe super vite dans ces dossiers-là. Et voilà, et envisager effectivement que votre premier dépôt ne sera pas forcément celui qui obtiendra du succès, mais que vous pourrez l'améliorer et le redéposer lors d'un appel à projet suivant. Voilà. Merci Fabien. Je vais laisser la parole, on va laisser la parole à Lou Colombani qui va aussi nous parler de son projet pour Parallèle. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Un garage qui se ferme. Oui, pardon, c'est moi, excusez-moi. Voilà, donc simplement pour situer pour les personnes qui ne connaissent pas Parallèle, c'est un pôle de production international pour les pratiques émergentes qui se dédie donc aux nouvelles pratiques et qui sont bien souvent portées par des artistes de la jeune génération et qui donc développent une activité de production depuis la conception des projets jusqu'à la fin de la diffusion de leurs projets, bien souvent en spectacle, auprès des artistes, donc recherche de partenaires, recherche de temps de travail, réunir les budgets, etc., etc. Le deuxième axe pilier sur lequel s'appuie Parallèle, c'est un festival qui a lieu tous les ans fin janvier et qui donne à voir le pouls de la création contemporaine et qui est aussi un outil, un moyen de montrer le travail, donc les productions que nous portons à l'année. Je précise que ce pôle de production, il a été créé en 2012 quand le festival a été créé en 2006. Donc, ce pôle de production, il a été pensé comme un prolongement, une accentuation de l'accompagnement des artistes après la création du festival, mais qu'il devient finalement l'axe central de notre travail. Et le festival en devient un moyen et un outil. Et donc, le troisième pilier de notre activité, c'est la coopération internationale, qui est un moyen de penser depuis leur fondement les productions en réunissant des partenaires des territoires locaux, nationaux et internationaux. Chacune des productions qu'on monte va réunir des partenaires de ces 3 échelles de territoire et c'est ce qui va permettre de garantir une visibilité des projets dans cette même échelle de territoire et d'anticiper la diffusion dès les prémices des projets, de la production des projets. Voilà, donc ça, c'est un peu l'organisation, le schéma de fonctionnement de Parallèle, qui est donc plutôt actif dans le secteur des arts vivants, théâtre, danse, performance, et qui va aussi voir du côté des arts visuels. Et puis donc, par rapport à ce témoignage sur les projets de coopération, comme vous le voyez, la coopération, elle est là depuis 2006, depuis la création du projet de Parallèle. C'est vraiment un axe très important parce que ça va permettre déjà de visiter la création contemporaine internationale et puis d'ouvrir un peu les horizons sur d'autres pratiques, d'autres manières de faire pour les artistes qui sont invités au festival, qui vont pouvoir se rencontrer. On ménage toujours la rencontre dans le temps du festival. Et donc, depuis quelques années, on s'est lancé aussi. Ça prend du temps parce qu'il faut se sentir, je pense, en sécurité, suffisamment à l'aise aussi et suffisamment en lien déjà avec des partenaires internationaux. On s'est lancé donc dans le portage et l'écriture de projets de coopération internationale financés par la Commission européenne, dans le cadre de Europe Créative également. Et donc actuellement, on est impliqué dans 2 projets. On est chef de file de l'un d'entre eux qui s'appelle More Than This et qui travaille sur les questions d'hospitalité, de déplacement et de complexité. Comment est-ce qu'on peut remettre ces notions au cœur de notre travail et notamment autour du territoire méditerranéen, mais pas que. Voilà, donc l'idée, c'est à la fois d'accompagner des productions d'artistes
puisque les partenaires vont se fédérer pour accueillir les artistes en résidence. Il va y avoir un budget qui est fléché vers les productions des artistes. Et c'est aussi voir comment est-ce que, en tant qu'opérateur culturel, on va travailler notre propre mobilité, parce que les artistes sont habitués à être mobiles. Et l'idée, c'est de dire que nous aussi, en tant qu'opérateurs culturels, on doit être dans cette mobilité de fonctionnement et observer un peu comment nos partenaires travaillent. Et donc, pour ce faire, on a imaginé que chaque festival, puisque donc c'est un ensemble de festivals qui sont impliqués dans ce projet, chaque festival va être tour à tour accueilli par un autre festival, donc penser un temps de programmation à l'intérieur d'un autre festival, ou bien accueillir chez lui un des festivals partenaires. Voilà. Donc c'est un petit peu trouver des actions qui permettent d'ouvrir des questions et d'explorer un peu nos modalités de travail. Alors pour ce qui est de ce projet, on arrive au terme de sa durée. Et on est actuellement dans un travail pour le reconduire, pour le prolonger et pour passer en moyenne échelle, puisque donc c'est un projet de coopération petite échelle. Et là, on a envie d'aller plus loin. On a d'autres partenaires qui vont nous rejoindre, et notamment des universités françaises, espagnoles, belges. Et donc, notre idée, c'est d'aller plus loin, de re-questionner les termes qu'on avait mis au cœur de notre problématique, complexité, hospitalité et déplacement, et voir justement aujourd'hui, à l'aune de la situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes, comment on a envie de revisiter ces termes et comment peut-être on les redéfinit aussi, ou on passe à d'autres termes. Voilà, donc là on est en phase d'écriture, on se prépare, comme le disait Fabien, on écrit et on attend le lancement du programme, on se tient prêt. Et puis on a été invité à être partenaire d'un autre projet qui s'appelle Festivals of the Future et qui est porté par des partenaires qui viennent plutôt du Royaume-Uni, d'Écosse et d'Angleterre. Et c'est une invitation qui est faite à un ensemble de festivals qui sont tous de la même génération, c'est-à-dire nés autour de 2006, ce qui est donc le cas de Parallèle, qui sont de taille moyenne, qui sont toujours un petit peu dans la question de la survie d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas portés par une institution, il n'y a pas de mandat sur l'activité de ces festivals, et donc et qui ont tous comme particularité d'être portés par des femmes. Et donc, l'objet de ce programme, c'est de voir comment on peut travailler à la durabilité de ces festivals, sortir de la question de la survie, être dans une pensée à plus long terme et observer comment on travaille précisément sur la place de ces festivals dans la vie de la cité. Comment ces festivals peuvent s'adresser à des populations élargies, qui ne sont pas forcément celles qu'on a l'habitude de voir dans les salles de spectacle ou les galeries d'art. Et donc de travailler sur un ensemble de dispositifs qui vont nous permettre d'aller toucher des nouveaux publics, des nouvelles personnes. La particularité de ce projet-là, et c'est en ça que je pense qu'il est intéressant d'en parler, c'est qu'il ne propose pas nécessairement de rajouter de l'activité, parce que c'est souvent un peu la contrainte des projets européens, c'est qu'on va fabriquer de la nouvelle activité pour entrer dans le cadre des attentes ou parce que l'Union européenne n'a pas vocation à financer, en tout cas pas dans le programme Europe Créative, des activités qui sont déjà menées au sein de l'activité, et c'est pas de l'aide au fonctionnement. Et donc la particularité de ce projet, c'est comme il a pour visée d'accompagner la structuration des festivals partenaires, c'est de ne pas rajouter trop d'activités, d'aider des artistes à produire leur travail. Et il y a toute une partie de la mission qui est de financer
la prise en charge d'une personne qui va venir, d'un expert qui va venir étudier le modèle économique, le fonctionnement, la structuration de chacun des partenaires, justement pour que ce soit, on va dire, un travail sur la durabilité, sur le capacity building de chacun des partenaires. Et ensuite, on a comme ça des voyages de prospection qui sont prévus chez des partenaires qui sont emblématiques ou qui peuvent être exemplaires pour nous en tant que festival. Voilà. Donc, ce que je rajouterais, c'est simplement qu'on peut se demander un petit peu en ce moment, alors qu'on est tous dans une mobilité à l'arrêt, qu'on est un peu tous suspendus dans nos activités, comment est-ce qu'on peut maintenir justement ces coopérations internationales? Et moi, j'ai envie de dire qu'elles sont encore plus importantes aujourd'hui et que pour notre part, on n'a jamais eu autant de rendez-vous, de sessions de travail que depuis le confinement de mars dernier. Parce que justement, on réfléchit à comment travailler dans cette dimension internationale tout en étant dans une immobilité forcée et comment faire en sorte que les informations justement circulent le mieux possible entre nous, comment on peut partager nos problématiques et s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs et comment est-ce que ce lien qu'on va maintenir entre nous doit à tout prix être maintenu au service des artistes et de leur circulation. C'est-à-dire que si nous, on est empêchés peut-être en tant qu'opérateurs culturels, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la communication entre nous autour des artistes soit encore plus vivante, quoi. Voilà. Après, pour les petits tuyaux, comme le disait Fabien, j'en ai pas forcément plus. J'ai pas forcément plus à dire que ce qu'il a déjà dit. Voilà, je crois que une chose essentielle, c'est de bien choisir ses partenaires et de mesurer en effet le surcroît d'activité par rapport à l'activité régulière pour pas s'engager à faire des choses qu'on ne pourra pas tenir. Voilà, et être le plus proche à la fois de ses valeurs et de ses activités, tout en voyant ce que ces programmes-là peuvent nous permettre d'explorer et d'expérimenter. Merci, merci Lou. De toute façon, peut-être qu'il y aura des questions pour vous et pour Fabien tout à l'heure sur les petits tuyaux au moment des échanges. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Marie-Laurence Marie-Laurence Com, donc qui travaille au bureau de Bruxelles pour la région, qui va introduire l'ensemble des programmes européens qui peuvent intéresser la culture. Et notamment, on va commencer par les programmes thématiques. Et puis ensuite, on passera la parole à Laurence Baronne du Relais Culture Europe pour nous parler plus particulièrement d'Europe créative. Marie-Laurence, je te laisse la parole. Merci Véronique. Bonjour à tous. Merci Lou et merci Fabien pour ces témoignages très important et qui illustre ce qu'on peut faire en termes de coopération dans une dimension européenne. Donc là, brièvement, je vais vous parler un petit peu du contexte de cette nouvelle programmation 2021-2027 qui s'inscrit évidemment dans un nouveau budget. Un budget de crise puisqu'il a été validé au mois de décembre dernier à hauteur de 1800 milliards d'euros. Qui est assez énorme et inédit. Il a été porté à ce niveau pour donner les moyens nécessaires à une relance durable et à la transition écologique et numérique de l'Europe. Donc ça donne un petit peu les grandes thématiques qui vont irriguer tous les programmes sur 2021-2027. À titre de comparaison, le budget sur la précédente programmation était de 960 milliards d'euros. Donc on est sur un budget de crise pour répondre à la crise, un budget aussi à 27 États membres et non plus à 28 puisque le Brexit a été entériné. Un petit rappel aussi, la culture n'est pas une compétence qui relève de l'Europe, mais plutôt des États membres en termes de priorité et de budget. L'Europe va venir en complément, elle va venir soutenir, coordonner et compléter les actions des États. Elle encourage la coopération européenne et la diversité culturelle qu'elle protège vis-à-vis de la concurrence, notamment des œuvres étrangères et notamment américaines. Donc ça aussi, c'est une donnée assez importante pendant justement cette nouvelle programmation. Sur l'actualité un petit peu, donc là, le 17 mars, la Commission a annoncé qu'elle travaillait à des lignes directrices
pour permettre à la culture de réouvrir les lieux, de se relancer. Voilà, donc une réunion des dirigeants européens est prévue vendredi. Donc voilà, c'est un sujet aussi que l'on suit. Enfin, là, on va vous parler d'une approche un peu par opportunité des programmes et fonds européens. Sur cette programmation, l'approche transsectorielle est vraiment davantage marquée. Et à titre d'exemple, la culture est dans le portefeuille de Maria Gabriel, qui a également l'innovation, la recherche, l'éducation et la jeunesse, qu'on appelle un peu le triangle de la connaissance. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les thématiques du portefeuille de Maria Gabriel. Et voilà, ces programmes s'adressent à tous les opérateurs de tous les secteurs créatifs et culturels. Donc, dans ces fonds et programmes européens, on va distinguer 3 niveaux. Les programmes thématiques qui sont gérés directement par la Commission européenne et dont on va davantage parler aujourd'hui. Les programmes de coopération territoriale, les autorités de gestion vont varier selon les programmes. Et enfin, les fonds structurels qui sont gérés par les régions. Voilà. Donc les programmes thématiques, comme je le disais, ils sont gérés directement par la Commission européenne. Ils fonctionnent avec des appels à projets. Ils sont transnationaux, c'est-à-dire que les partenariats sont au niveau européen de plusieurs pays européens. Et la question a été posée sur le chat un petit peu avant. Oui, des pays tiers peuvent être également éligibles. Mais on ne sait pas encore lesquels, parce que la liste justement de ces pays tiers n'a pas encore été stabilisée, donc publiée par la Commission. Tous ces projets doivent avoir un caractère innovant et doivent pouvoir être réplicables sur d'autres territoires européens. Voilà, prochaine slide. Donc les programmes thématiques dans lesquels on identifie une entrée pour les opérateurs culturels et créatifs. Évidemment, le programme Europe Créative, qui est le programme dédié à la culture. Erasmus+, aussi, que vous devez connaître, qui est le programme Jeunesse, Éducation, Formation et Sport. Droits et valeurs, c'est une refonte de 4 anciens programmes pour encourager la participation civique et démocratique. Horizon Europe, qui est le programme Recherche-Innovation, dans lequel on va trouver maintenant un cluster dédié à la culture, à la créativité et à la société inclusive. Et le programme LIFE, qui est donc le programme dédié à l'environnement et au climat. Donc Laurence, voilà, Laurence du Relais Culture Europe, maintenant va nous parler plus particulièrement du programme Europe Créative. Laurence? On a perdu Laurence? Non, c'est bon. On se disait qu'on allait parler d'Europe Créative à l'état d'information de ce qu'on a aujourd'hui, puisque je pense que le contexte dans lequel on est, il a aussi, on l'a vu, les négociations, en fait, elles ont tardé. Et aussi le contexte, en fait, et la crise, elles ont beaucoup influencé le fait que des programmes qui avaient été dessinés avant avec certains objectifs, en fait, ont aussi beaucoup rebougé pour tenir compte, en fait, du moment. Là, le programme, en fait, il est en finalisation de négociation, mais la base réglementaire comme le programme de travail ne sont pas encore totalement adoptés. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, aujourd'hui, là, c'est un décryptage, par contre, des quelques points en fait dont on est à peu près sûr aujourd'hui et qui permettent, puisque je rejoins par rapport à ce que disait Fabien tout à l'heure, de commencer aussi à anticiper, puisque finalement, même si on n'a pas toujours le détail technique, il y a beaucoup de choses en fait dans la nature de ces programmes, dans la nature des projets, dans les enjeux en fait un peu qui sont derrière, qui permettent aussi d'ores et déjà de commencer en fait à y réfléchir. Alors, juste pour reprendre un petit point très simple, pour vraiment les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'Europe Créative. Donc, Europe Créative, en fait, c'est le programme
de l'Union européenne qui est dédié au secteur culturel et créatif. Donc, c'est le seul d'ailleurs programme qui est dédié à un secteur. Ça n'existe pas pour les autres. Souvent, c'est des grands ensembles sur la recherche, sur l'éducation. Là, on a un programme en fait qui est dédié. Et quand on dit secteur culturel créatif, ça va de l'audiovisuel à la mode, en passant par le design, par le spectacle, par le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, aux arts numériques. C'est vraiment en fait quelque chose de très très large. Et ça concerne aussi tout type d'acteurs, que ce soit acteurs publics, acteurs privés, but lucratif, but non lucratif. Donc on est vraiment en fait faut le prendre sur une vision vraiment très large de ce qu'on entend par acteurs culturels et enjeux culturels. Là, peut-être le premier point en fait qui est important, donc c'est la deuxième génération de ce programme. En fait, la première ça a été 2014-2020, donc là c'est 2021-2027. Il y a 2-3 choses qui s'affirment. La première chose, c'est que même si c'est une entrée en fait et que c'est dédié au secteur culturel et créatif, les objectifs de ce programme, ils sont très très liés en fait aux objectifs généraux en fait de la politique européenne. Ça s'est encore plus affirmé en fait là avec la crise, parce que comme elle le disait Marie-Laurence, les politiques européennes aujourd'hui, c'est dans quoi finalement on investit. Au-delà il y a eu une réponse d'urgence, il y a toujours besoin d'une réponse d'urgence, mais il y a aussi besoin de construire la suite, d'expérimenter, de voir comment en fait on prend déjà des transformations qui étaient là, parce que par exemple les questions numériques, elles étaient déjà là, mais on les travaille dans un certain contexte, comme le disait aussi Lou aussi, de qu'est-ce que ça veut dire coopérer quand aujourd'hui on est quand même bien immobile. Et par rapport à ça, il y a aussi donc ces enjeux-là, ils sont assez larges. On a remis quelques mots-clés qui sont pas des mots-clés en fait, et je pense que ça c'est le point qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que c'est pas de se dire c'est des mots-clés qu'on va retrouver après dans les appels. La question qui est posée aujourd'hui de manière large au niveau européen, c'est qu'est-ce qui fait que on retrouve un mode de développement qui soit plus durable, qui intègre des questions de démocratie, d'inclusion, d'égalité homme-femme, et qui prend vraiment les défis de la société. Qui ça s'articule avec quelle est aujourd'hui à la fois la contribution en fait des questions de création, des questions artistiques et des questions culturelles à ces grands chantiers, et dans le même temps, qu'est-ce que ça veut dire aussi quand on travaille dans ce secteur de pouvoir et faire évoluer ces pratiques, expérimenter, prendre le numérique et travailler comme ça dans quelque chose qui est à la fois des pratiques qui reprennent les enjeux de société et les enjeux de création, et qui en même temps donnent aussi la capacité à chacun de trouver aussi son propre modèle et sa propre économie. C'est pour ça les deux projets en fait qui ont été présentés, ils en sont vraiment les exemples. Si on reprend par exemple ce que disait Lou sur la question des festivals de taille moyenne, et la question de c'est quoi aussi à un moment donné cette durabilité, et comment on peut en fait travailler à cet endroit-là entre acteurs européens, pas pour faire juste de l'activité ensemble, mais pour se donner les moyens par la coopération de réfléchir à ce que ça veut dire la question du développement, de trouver un endroit en fait où on a un espace pour l'expérimenter, où on trouve de la ressource aussi pour être aidé et accompagné là-dessus, et quelque chose qui du coup n'est pas juste un projet en fait d'activité, mais qui vient plutôt en fait consolider une démarche. C'est ce que disait Fabien aussi par rapport à Seconde Nature ou Zinc, c'est que c'est pas quelque chose qui est en dehors finalement des problématiques de chacun d'entre nous. C'est à un moment donné des projets qui, parce qu'on a besoin d'expérimenter sur, je sais pas, le spectacle vivant en ligne, parce qu'on a besoin d'expérimenter sur qu'est-ce que ça veut dire de produire, de créer avec une éco-responsabilité plus grande, parce que qui sont vraiment à un moment donné des problématiques
très directe en fait de nos professions aujourd'hui. Finalement, c'est un programme qui permet de trouver vraiment la ressource pour l'expérimenter. Et l'avantage aussi, c'est que ça travaille sur plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment le positionnement de ce programme. Qui vient aussi dans un moment où la question en fait du lien, enfin quelle est la place de la question culturelle en fait dans la construction européenne se repose beaucoup aussi, là aussi beaucoup remise par la crise, avec des initiatives politiques aujourd'hui. Bah, par exemple, il y a la question de cette initiative qui a été lancée autour d'un nouveau Bauhaus et qui dit dans cette relance, dans cette question de changer finalement quand même quelque part notre mode de vie, notre mode de développement, la place en fait de la forme, la place de la création, la place de comment on imagine en fait ces modes de vie, elle est finalement aussi très importante. Donc ça, c'est à peu près aujourd'hui ce qu'est ce programme. Donc on va dire des enjeux en fait globaux, une contribution particulière à un moment donné d'un secteur autour de la culture et de la création, et une attention à comment on peut donner la capacité en fait aux acteurs culturels aujourd'hui d'expérimenter là-dessus, avec un choix assez fort qui traverse en fait tout le programme, et c'est ce qui était dit aussi notamment par Karen aussi au début, c'est devant ces enjeux-là, la question en fait de la coopération, elle est centrale. On le voit, hein, ça peut être à niveau de son territoire, ça peut être aussi aujourd'hui dans les secteurs professionnels où on voit qu'il y a beaucoup en fait de collectifs aussi d'échanges sur comment on traverse aussi ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire aussi faire autrement. Et on pourrait se dire, c'est à peu près la même chose en fait à l'échelle européenne, c'est de dire face à ces transformations, l'expérimentation et la réflexion, on est plus fort si on y va collectivement. Et c'est pas que pays par pays, mais vraiment sur l'ensemble en fait d'un territoire qu'on est face à ces enjeux communs dans un moment où en plus on est bien réancré chacun et sans mobilité sur notre territoire national. Mais comme disait Lou, c'est là où il faut pas lâcher. Et c'est là où il y a vraiment un enjeu assez fort, et que ce soit d'ailleurs que ce soit dans le secteur audiovisuel, que ce soit dans les secteurs culturels, que ce soit sur la question des technologies, vraiment deuxième chose de ce programme, après le fait qu'il soit ancré dans des enjeux larges, c'est vraiment de se dire ça passera en fait par la question de la coopération. Et la question de la coopération, elle va se poser en fait à différents niveaux, on va dire. Il y a déjà une coopération européenne. Donc il y a quelqu'un qui demandait en fait sur est-ce que c'est déjà le territoire. Sur ces programmes-là, le territoire, c'est pas uniquement les États membres. Donc il y a les 27, puisque malheureusement du coup maintenant c'est plus 28, c'est 27. Mais dans l'ambition et dans ce que c'était sur 2014-2020, ça s'est ouvert en fait. Il y avait tous les Balkans, c'est l'espace économique européen, voire en fait une grande partie du voisinage. Donc ça allait jusqu'à l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, voire une première ouverture en fait à la Tunisie, puisqu'on était sur cette ouverture aussi méditerranéenne. Là, pour le moment, par exemple, ça fait encore partie des sujets qui sont en négociation. Donc, est-ce qu'il y aura encore cette ouverture méditerranéenne? Est-ce qu'il y aura encore cette ouverture au voisinage? Oui, normalement, mais c'est quelque chose qui est aussi qui est toujours négocié, puisqu'il y a encore quelques points en fait comme ça. Et la deuxième chose par rapport à la coopération, c'est aussi beaucoup de prendre vraiment cette question de la coopération de la manière la plus ouverte qui soit, c'est-à-dire déjà entre secteurs culturels et créatifs, puisque finalement les enjeux souvent ils sont assez transverses et on gagne beaucoup finalement à aller échanger. Si on prend par exemple sur des questions de c'est quoi une distribution indépendante de contenu en fait à l'heure du numérique, des fois finalement que vous soyez dans la musique, dans le spectacle ou que vous travaillez sur le cinéma indépendant, il y a énormément d'échanges de pratiques en fait qui peuvent se faire. Mais c'est aussi un peu plus large. Si on reprend par exemple ce qui commence à être dit dans le New Bauhaus, c'est aussi reprendre le lien entre
la question culturelle, des acteurs, des scientifiques, des chercheurs, des personnes qui travaillent sur l'habitat. Fabien parlait des questions aussi tout à l'heure d'urbanisme. C'est aussi d'avoir cette question aussi de coopération ouverte. Et de vraiment prendre avec un ensemble d'acteurs les problématiques pour se dire qu'est-ce qu'on fait en fait par rapport à ça. Ça c'est le point. Il y a, pour rentrer un peu juste dans la technique assez vite, il y a 3 volets en fait. Il y aura 3 volets dans ce programme. Un volet média, un volet culture et un volet transsectoriel. Le volet média, en fait, il est dédié aux acteurs de l'audiovisuel. C'est vraiment une approche en fait industrielle où on intervient sur un peu toute la chaîne autour des questions de création, autour des questions de facilitation ils ont mis business, donc tout ce qui est marché, formation, enfin tout l'écosystème qui permet en fait de se développer, et la question de l'audience et de la participation de l'audience, une audience aussi pan-européenne. Ça, c'est vraiment le volet média. Le deuxième volet, en fait, qui est un volet culture, mais qui est mal nommé quand on dit culture, parce qu'il est vraiment ouvert en fait à un ensemble très très large en fait d'acteurs culturels et créatifs. C'est de dire on a des enjeux, par exemple d'inclusion, on a des enjeux de participation, on a des enjeux d'accessibilité ou de manière autre aujourd'hui d'envisager la création. À ce moment-là, on ouvre en fait un ensemble d'appels pour des projets de coopération qui vont venir en fait nous proposer des expérimentations en fait à cet endroit-là. Alors à plus ou moins grande échelle, ça dépend après des tailles de projet. Et le dernier, qui est un peu plus nouveau, est de dire on a aussi besoin d'une coopération donc transsectorielle, donc vraiment entre les secteurs, avec aussi des acteurs de la tech, avec des secteurs des médias larges, autour vraiment de comment on innove en fait de manière ouverte. Et ça va jusqu'à un enjeu qui est très important, qui a pris de plus en plus de force sur la question du pluralisme des médias et du rapport aujourd'hui entre l'importance en fait de la question des médias et la question en fait démocratique en Europe aujourd'hui. À chacun de ces endroits-là, le fonctionnement il est le même. Hein. Ce sera des appels à propositions avec un calendrier en fait annuel. Donc on est vraiment sur un fonctionnement très répétitif après d'année en année, mais qui demande, comme c'était dit aussi, d'anticiper, puisqu'au moment où comme disait Fabien, au moment en fait où l'appel à proposition en fait sort, c'est le moment de l'écrire, le projet. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a mûri, comme les deux le disaient aussi, on a mûri ça avec des partenaires de confiance, on a bien articulé avec pourquoi c'est important par rapport à sa propre structure et sa propre stratégie, et c'est pas effectivement quelque chose qui va venir faire de l'activité en plus, mais vraiment quelque chose qui doit plutôt donner de l'air en fait et ouvrir une marge en fait de manœuvre supplémentaire. Et de se dire, voilà, ça c'est donc ce point. Et du coup, et je finirai par là, ça pose pas mal de questions aussi aujourd'hui sur comment on mobilise en fait ce type de programme. Alors, sachant que comme la crise étant là, il est aussi prévu qu'il y ait beaucoup plus de budget en fait sur les premiers appels, enfin les 2 premières années, pour tenir compte en fait du moment. Mais que par contre, c'est pas une réponse d'urgence, parce que ça aussi, c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est pas quelque chose qui va répondre dans l'immédiat, dans les 5-6 mois, en fait, au moment de crise. Ça permet vraiment plutôt, en fait, de se redonner du temps, en fait, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour trouver quelque chose qui est un peu stable et qui permet justement d'expérimenter dans un cadre peut-être un peu plus sécurisé, on va dire, des manières innovantes en fait de faire, de retrouver une économie, etc. Donc ça pose pas mal de questions et j'en ferai une particulièrement donc, qui est comment aussi à un moment donné on peut s'appuyer en fait sur des démarches plus collectives aussi pour rentrer dans ces financements. On a longtemps eu en fait aussi une image qui est de dire alors il y a des appels à propositions, on y va individuellement, etc. Comme on disait, des fois c'était même de l'activité en plus.
là, ce qui est peut-être important, d'autant plus en fait aujourd'hui, c'est de se dire, alors, déjà à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on a aussi sur le territoire en fait, c'est quoi les problématiques, quelles sont aussi déjà les ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en partage sur un certain nombre d'expérimentations. Et peut-être aussi, quand on n'y va pas seul pour sa structure, on y va comme tête de pont aussi, soit d'un bout de sa filière, soit d'une partie d'acteurs de son territoire. Et ça peut recirculer aussi après, puisque le programme, il est intéressant, mais il n'est pas non plus, on n'est pas sur ce que vous allez voir après avec ces 2 milliards d'euros, hein, ils l'ont augmenté, mais on n'est pas sur quelque chose qui permet vraiment de financer un changement structurel de l'ensemble du secteur culturel et créatif européen. Par contre, ça peut financer des expériences qui, si elles sont faites collectivement, si elles sont repartagées, peuvent vraiment ouvrir en fait des portes. Et comme j'ai déjà largement dépassé le temps. Merci. Merci Laurence. On va passer la parole maintenant à Magali qui va nous parler brièvement de Erasmus+. Magali, tu es là? Oui, bonjour, je suis là. Est-ce que Bonjour. vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Oui, on t'entend. Bonjour à tous. Donc, Magali Guira, je travaille au sein du service coopération européenne à la région. Je suis plus particulièrement en charge des questions d'éducation, de formation et de jeunesse. Donc, c'est à ce titre-là que je vais vous présenter ou vous représenter, parce que je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, ce programme, le programme Erasmus+. Alors, comme Europe Créative, ce programme nous n'avons pas l'ensemble des modalités relatives à ce programme pour 2021-2027 encore, même si ça ne saurait tarder. On devrait avoir le guide du programme dans quelques jours, mais à ce stade, on ne connaît pas l'ensemble des modalités de gestion de ce programme pour 2021-2027. Pour ceux qui ne connaissent pas ce programme européen, Erasmus+ est le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Éducation et formation, ça ne concerne pas que les jeunes, ça concerne également les adultes, les salariés, ainsi que les personnes demandeurs d'emploi. Donc, on est au-delà du secteur jeunesse. Je m'attarde un petit peu sur cet élément-là parce que malheureusement, il y a trop peu de personnes qui associent Erasmus+ encore à la mobilité étudiante ou éducative. Pour 2021-2027, ce dispositif jouit d'un beau budget puisqu'il a été augmenté de 80% par rapport à 2014-2020. Et donc, il y aura 26 milliards d'euros dédiés au programme Erasmus+ pendant les 7 prochaines années, ce qui est une augmentation considérable. Quant à la structure du programme, elle évolue très peu en fait. On reste sur les mêmes volets et sur les mêmes actions clés. Alors très brièvement, les 6 volets principaux du programme sont les suivants: enseignement scolaire, enseignement supérieur, enseignement et formation professionnelle, éducation des adultes, jeunesse et sport. Pour ce qui concerne les structures culturelles et créatives, les acteurs culturels et créatifs, peut-être que voilà, les 2 volets intéressants, mis à part le volet enseignement supérieur qui peut également être un volet avec lequel vous risquez de travailler, mais il y a le secteur enseignement et formation professionnelle et le secteur de l'éducation des adultes qui me semble être deux secteurs pertinents pour l'ensemble des acteurs. Quelques mots sur les structures éligibles. Parce qu'il n'y a pas seulement des universités ou des écoles ou des collèges ou des établissements de formation qui peuvent participer au programme Erasmus+. L'ensemble des structures rattachées au ministère de la Culture, ou la plupart des structures du moins rattachées au ministère de la Culture, peuvent déposer ou participer à des projets Erasmus. On peut voir des musées, des théâtres, des instituts, des centres artistiques. En fait, c'est des associations également, bien sûr, tout acteur public ou privé qui sont impliqués dans la culture, dans les arts et dans le patrimoine.
Donc, on est vraiment sur des acteurs potentiels très, très larges. Donc, je pense que la plupart d'entre vous pouvez vous engager dans un projet Erasmus. Donc voilà sur les volets principaux du programme. Sur les actions. Donc les actions, ce sont les différents axes dans lesquels vous allez vous orienter c'est la slide précédente en fait, excuse-moi Véronique. Je vais pas assez vite en fait, je vais essayer d'aller plus vite. Oui. Les différentes actions clés sont les mêmes que les précédentes. Donc vous avez les actions de mobilité des individus, que ce soit des mobilités des individus jeunes ou des mobilités des individus adultes, professionnels, de l'éducation ou autres. Il y a également l'action clé 2 qui est une action de coopération. Alors là, il y a eu quelques petits changements, puisqu'il y aura également, lors du prochain programme, 2 actions clés. Enfin, 2 actions dans le cadre de l'action clé 2. Une action qui s'appellera partenariat de coopération et une action qui s'appellera partenariat de petite échelle. En fait, l'action partenariat de coopération ressemble à l'action clé 2 qu'il y avait sur le programme 2020-2027 et qui concernait minimum 3 organisations de 3 pays programmes sur environ 12 à 36 mois. Et il a été créé un nouveau type d'action, et ça c'est très intéressant pour les primo-arrivants. C'est un partenariat de petite échelle qui permet en fait de faire des petits projets de 6 à 24 mois environ, qui permettent d'avoir une subvention de l'ordre de 30 à 60 000 €. Donc on est vraiment sur des petits projets de coopération qui inclut 2 organisations issues de 2 pays programmes différents minimum seulement. Et en fait, on est sur des formules de candidature simplifiées. Donc, on est vraiment sur des projets faciles à déposer auprès de l'Union européenne et à gérer ensuite auprès de l'Union européenne. Donc ça me paraît être un élément assez important. Et ensuite, il y a l'action clé 3, le soutien à la réforme des politiques qui est assez... qui revient également sur 2021-2027. Alors là, je suis sur le deuxième slide, merci. Sur les gros axes du 2021-2027, les 3 axes, je crois que Madame Daron en a également parlé, donc 3 axes transversaux essentiels que sont l'inclusion, la transition écologique et le numérique. Ce seront donc des axes sur lesquels le programme va porter une attention particulière. Alors, quand on parle d'inclusion, on parle évidemment des personnes et des structures les personnes les plus en difficulté, donc des structures qui accompagnent ces personnes-là, mais pas seulement. C'est également aussi l'inclusion des nouvelles structures qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des programmes et des projets Erasmus+, comme par exemple, c'est pour ça que par exemple, il y a l'émergence de ce petit partenariat de petite échelle. Au niveau de la transition écologique, il y aura évidemment une attention particulière pour les projets qui mettront en avant cet axe-là. Notamment, il y aura des financements un petit peu plus élevés pour des projets qui vont utiliser les transports, des transports plus écologiques. Et au niveau du numérique, on est sur la transition du numérique pour l'ensemble des programmes européens sur cette programmation-là. Je finis vite au niveau du calendrier prévisionnel. Donc, l'ouverture des appels à projets devrait se faire après la sortie du guide du programme qui devrait sortir fin mars. Donc, on attend et on espère que les premiers appels à projets s'ouvriront en avril, également pour très peu de temps, donc 2 à 3 mois. Hein, on est sur le même format que pour Europe Créative. Et ce sont des appels à projets annuels, donc qui reviendront chaque année.
Voilà, j'ai vu passer une question sur le corps européen de solidarité. Peut-être on prendra les questions au moment du temps d'échange, Magali. Merci pour les questions dans le chat. On y répondra tout à l'heure. On a prévu un temps pour ça. Merci beaucoup, Magali. Je passe la parole maintenant à Amira qui va nous présenter brièvement Horizon Europe. Amira, c'est à toi. Oui, merci. Vous m'entendez? Tout va bien? Oui, on t'entend bien. Merci. Je te prie de passer à la première slide du coup. Alors, bonjour, je suis Amira Nathalie. Donc, comme Magali, je fais partie du service de coopération européenne. Mais en particulier, je m'occupe de la thématique innovation et donc du programme Horizon Europe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Horizon Europe, c'est la suite du programme Horizon 2020, qui était lui-même le programme cadre pour la recherche et l'innovation. Ce nouveau programme durera de 2021 à 2027 et les types d'appels sont assez variés. Donc, vous en avez sur la recherche, l'innovation, mais aussi des programmes de coopération. Bien sûr, les résultats restent liés à la recherche et l'innovation parce que c'est le programme cadre qui le veut. Par rapport à Horizon 2020, Horizon Europe apporte quelques nouveautés que je voulais souligner. Il y a un accent beaucoup plus fort mis sur la co-construction avec les citoyens, avec une demande particulière pour les projets qui peuvent être déployés sur le territoire. Donc, un accent beaucoup plus fort sur les usagers, ce qui est très important, je pense, dans le domaine de la culture. Et il y a quelque chose de très différent, c'est un cluster, donc une thématique, un volet spécifique a été créé pour le domaine de la culture. Elle s'appelle Culture, Créativité et Société Inclusive. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un programme de travail, un document avec des appels dédiés spécifiquement à cette thématique. Je voulais aussi spécifier que les projets Horizon Europe sont en général des projets collaboratifs, notamment pour le pilier 2. Donc, tous les projets de culture, créativité et société inclusive seront des projets collaboratifs. Cela veut dire qu'il faut regrouper des acteurs de divers domaines qui travaillent ensemble dans le même but. Alors, ça peut être des agriculteurs, des collectivités, des associations, des entreprises, des centres de recherche, mais il faut créer donc un consortium. Donc, la coopération européenne est très, très demandée. Après, je veux juste faire un petit point à part sur le pilier 1 et le pilier 3, qui sont du coup pas des piliers thématiques. Souvent, c'est bien sûr la recherche et l'innovation, mais avec des appels blancs. Le pilier 3 est axé très PME, monopartenaire. Donc, ça, c'est légèrement différent, mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez revenir vers moi. Donc, nous, on est là pour vous accompagner sur vos réponses à des appels à projets, pour vous relayer des informations sur les appels à projets, pour vous aider à monter le consortium. Et dessus, je voudrais passer sur le slide suivant. Pour vous permettre de répondre à des appels à projets, on a plusieurs dispositifs. Un en particulier, c'est le dispositif AFE-PME, ça veut dire, qui veut dire accès au financement européen pour les PME. Alors, ce qui est spécifique pour ce dispositif, c'est pour pouvoir y bénéficier, il faut être une PME dont le siège social est en région. Ce qui par définition est une PME ici, c'est un effectif de moins de 250 personnes et un chiffre d'affaires de moins de 50 000 millions, pardon. 50 millions d'euros. Et bon, il y a moyen de négocier, mais en tout cas, il faut être une petite moyenne entreprise définie par la loi, etc., malheureusement. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas et qu'on ne dirige pas d'autres acteurs dans le domaine. On est là pour conseiller. C'est juste que dans ce dispositif d'accompagnement, vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement de 7 à 12 jours, dépendant de la maturité de votre projet, bien sûr, par un expert. Le corps d'experts est constitué par des agents de la région, mais aussi un expert financé à 100% par la région pour vous conseiller sur vos dossiers. La procédure, rapidement, c'est l'envoi de votre dossier, l'analyse et l'instruction de votre dossier, et par la suite des réunions d'audit où on vous conseille et on vous
accompagne jusqu'à 10 jours pour le montage du dossier lui-même. Voilà, vous avez le lien ici pour trouver plus d'informations. Et vous pouvez me joindre, que ce soit pour des informations sur Horizon Europe ou les dispositifs d'accompagnement que je viens de présenter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amira. J'en profite, j'ai l'impression qu'il y a certains micros qui sont allumés. On entend des petits bruits parasites. Donc, pensez bien à fermer vos micros pendant les interventions et à ne l'ouvrir que quand vous allez prendre la parole. Donc là, je te redonne la parole, Marie-Laurence, pour terminer le tour d'horizon sur les types de programmes européens. Voilà, donc on a terminé avec les programmes thématiques. Donc, les programmes de coopération territoriale. Donc on va trouver Alcotra sur de la coopération transfrontalière, Maritimo, coopération transfrontalière à dimension maritime, l'Interreg-Med sur la coopération transnationale et rive nord de la Méditerranée, l'IEV-Med et l'espace alpin. Slide suivant. Et concernant les fonds structurels, donc avec une entrée plutôt compétitivité régionale et emploi avec le FEDER, donc les fonds européens pour le développement régional et le FSE, le Fonds social européen. Et sur le développement rural, on retrouve le POIA-FEDER, donc qui concerne le massif des Alpes, le FEADER, qui est le Fonds européen agricole de développement rural, sur la question notamment du maintien du patrimoine rural, et dans le FEADER leader sur les questions de patrimoine local et tourisme. Voilà. Merci Marie-Laurence. Alors rapidement, vous parlez de notre organisation en interne pour répondre du mieux possible et vous accompagner dans les montages de projets européens. Donc Marie-Laurence comme au bureau de Bruxelles qui vient de prendre la parole, moi-même qui suis au service coopération européenne dédié au programme Europe créative et droits et valeurs. Donc nous sommes à votre écoute et nous travaillons en fait en trinôme. Donc Marie-Laurence du bureau de Bruxelles, moi-même à la direction de la coopération euro-méditerranéenne et en fonction des thématiques, les directions sectorielles de la région. En l'occurrence, pour vous, on travaille avec la direction de la culture. Voilà. Donc, on a mis en place cette organisation pour améliorer notre réactivité et répondre du mieux possible à vos besoins. Voici, alors, un petit point, je vais redonner la parole à Karen avant qu'on puisse échanger ensemble sur tout ce qu'on vient de se dire et qu'on puisse répondre à vos questions. Karen va nous présenter donc le partenariat avec Relais Culture Europe et le plan d'action qu'on a mis en place pour vous accompagner sur vos projets de coopération européenne. Karen, je te laisse la parole. Merci Véronique. Juste un petit mot par rapport à la présentation du trinôme. Oui, je reviens dessus si tu veux. Oui, non, mais c'est juste pour préciser que, puisque Marie-Laurence nous a quittés il y a quelque temps, elle était chargée de mission Europe internationale au sein de la direction pour s'envoler vers Bruxelles et devenir notre interlocutrice privilégiée au sein du bureau de Bruxelles concernant ces sujets. Nous n'avons pas de chargé de mission dédié au sein de la direction de la culture. La compétence Europe et internationale est suivie par Gilles Bégussot, chef du service des industries créatives et de l'image. Et ce que je vous propose aussi comme point d'entrée au niveau vraiment de la direction de la culture au niveau opérationnel, c'est d'en parler avec les chargés de mission qui vous suivent et qui feront le lien avec Gilles, moi-même et Véronique So et Marie-Laurence Com. Voilà, c'était une petite précision sur notre organisation. Avant de vous présenter le partenariat que nous avons mis en place avec Relais Culture Europe. Donc, c'est un partenariat qui s'articule autour d'une convention triennale et un plan d'action annuel et qu'on a souhaité inscrire avec 3 axes principaux.
Donc, un premier axe qui est autour de l'information et de la sensibilisation. Notre objectif, c'est de permettre de diffuser une information fiable sur les objectifs, les programmes, les financements de l'Union européenne et aussi de développer une culture du projet européen. Donc une sensibilisation aux différentes démarches de construction et de pilotage, de conception et de pilotage de projets européens. Et pour ce faire, nous souhaitons nous entourer de relais par filière, de relais par territoire. Et ce sont ces relais, ces partenaires qui bénéficieront de formations qu'on leur proposera, bien évidemment, s'ils souhaitent s'inscrire dans cette dynamique, afin eux-mêmes de diffuser une information et de s'acculturer à ces questions de projets européens et de coopération européenne. On mettra en place aussi une plateforme dédiée justement pour ces relais, un programme de formation sur l'année. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement et l'animation. Donc, c'est la mise en place d'une dynamique européenne de réseau à l'échelle de notre territoire. Donc, ce second volet, il vise à accompagner des acteurs que vous êtes, ceux d'entre vous qui souhaiteront s'inscrire dans une dynamique européenne et s'impliquer dans un travail collectif en fait de formation et d'information, parce que l'idée de ce volet, c'est aussi qu'il y ait des échanges entre pairs et entre opérateurs qui ont une connaissance des projets européens et d'autres qui souhaitent se lancer. Donc ce volet-là, il sera mis en place avec Relais Culture Europe, mais aussi avec Arsud, qui, sur le principe des labos pro que vous connaissez pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, va monter des labos pro Europe, donc en partenariat avec Relais Culture Europe. Ces labos pro Europe, on souhaite en faire des lieux d'échange entre pairs, dédiés spécifiquement à la coopération européenne et aux modalités de gestion des programmes européens. Voilà, et dernier volet, le développement des capacités des projets. Donc là, on est dans l'accompagnement d'un commun accord entre Relais Culture Europe et la région, d'un certain nombre de projets pour développer des parcours de coopération à l'échelle européenne. Voilà un peu la boîte à outils, le plan d'action qu'on souhaite vous proposer en accompagnement pour les prochaines années. Et donc, ce webinaire est la première pierre posée. Merci, Karen. Donc, maintenant, la parole est à vous. On va prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Alors, il y avait peut-être des questions dans le chat. Magali me signalait une question tout à l'heure. Alors, un rappel, donc si vous voulez poser votre question oralement, vous levez la main. Donc c'est en haut, la petite icône où il y a le visage avec la main levée. Alors, je reprends les questions qui sont dans le chat. Je remonte. Alors, sur une question sur Erasmus. Est-ce que Erasmus+ inclut le dispositif Corps européen de solidarité? C'était la question que tu avais vue tout à l'heure, Magali. Oui, alors j'ai vu que Marie-Laurence avait répondu, effectivement, le Corps européen de solidarité est un programme à part entière, différent du programme Erasmus+. Les volontariats ne sont plus intégrés au programme Erasmus+ pour 2021-2027. Le volontariat, les projets de volontariat sont subventionnés, sont soutenus par le programme Corps européen de solidarité. C'est un programme européen qui bénéficie d'un peu plus d'1 milliard d'euros sur la période 2021-2027. C'est un programme qui a 2 volets. Un grand volet volontariat, donc il s'agit de soutenir l'ensemble des missions, des projets de volontaires. Donc si vous voulez faire entrer l'international
l'Europe et l'international dans votre structure, c'est assez simple. Il faut se faire accréditer comme structure d'accueil au volontariat européen. Et ensuite, vous avez la possibilité d'accueillir un ou plusieurs jeunes européens et même internationaux dans votre structure sur des missions que vous proposez vous-même. Et il y a un autre petit volet dans le cadre de ce nouveau dispositif, le Corps européen de solidarité, qui est un volet de plus petite échelle, puisque ce sont des projets de solidarité. Les projets de solidarité, ce sont des projets territoriaux qui permettent aux jeunes de s'engager sur des projets eux-mêmes, mais là, on est vraiment sur des projets de jeunes. Donc, effectivement, le Corps européen de solidarité est indépendant du programme Erasmus+. Merci Magali. Je prends toujours dans le chat des questions un peu générales. Est-ce qu'il va y avoir un récap des contacts? Est-ce qu'on aura plus de détails? Alors, le récap des contacts, oui. Tout à l'heure, en fin de webinaire, on affichera une slide avec les contacts et aussi nos sites internet, puisqu'on a aussi un certain nombre d'outils en ligne qui peuvent vous aider. Et puis, il y avait une question du même style. Est-ce qu'on aura plus de détails sur Europe Créative? Là aussi, on va vous envoyer cette présentation avec des informations supplémentaires. C'est-à-dire que on pourra vous envoyer, pour ceux qui le souhaitent, le PowerPoint augmenté, si je puis dire, avec des informations complémentaires. Mais pour le moment, juste par rapport à ça, sur Europe Créative, en fait, le programme, il n'est pas adopté. Oui. Et le programme de travail non plus. Donc, en fait, c'est pas qu'on ne le présente pas, c'est que, en fait, on n'a pas, en fait, le détail pour le moment des appels. Donc là, on est un peu dans une phase un peu intermédiaire. Mais comme le programme change pas mal et que les enjeux, ils ont beaucoup évolué, on se dit, bah, déjà en ayant connaissance un peu des enjeux et des priorités, ça permet déjà en fait de commencer à travailler même en dehors des modalités techniques. Et on n'a pas le calendrier non plus, donc juste pour que ce soit clair comme ça, c'est plus simple. Normalement, les appels, ils devaient sortir en avril, puis après ça a été mai, maintenant c'est juin. Et même si c'est juin, ça ne veut pas dire que le dépôt sera au mois d'août. Donc, ils peuvent aussi avoir un dépôt étalé. Donc, c'est vrai que pour le moment, c'est encore un peu plus longtemps. Alors, merci, Laurence. Une question plutôt pour Amira, je pense. Est-ce que les structures de l'économie sociale et solidaire sont considérées comme des PME, associations, coopératives? Oui, comme j'ai répondu dans le chat, j'ai pas rencontré ce cas dans le cadre du dispositif AFE-PME, donc je n'ai pas regardé. Mais je dirais que ça dépend du chiffre d'affaires et j'ai mis les conditions, donc aussi l'effectif, etc. Si la personne qui a posé la question ou une structure est vraiment intéressée, alors qu'il me contacte par email avec les informations et je creuserai en détail. Je pense qu'il y a aussi la possibilité de faire des exceptions si le projet est vraiment intéressant. Enfin, ça dépend de plein de facteurs. Donc, je dirais, envoyez-moi un mail. Je vais mettre mon mail dans le chat. C'est OK? Alors, on va peut-être prendre une question en direct. Je crois que c'est Monsieur Rétière. Vous aviez une question. On vous écoute. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. À toutes. En fait, je l'ai mise dans le chat. J'avais deux questions. Est-ce que des webinaires intersectoriels pourraient être envisagés? Art vivant et technologie, art vivant et agriculture, art vivant et filière d'enseignement? Parce qu'il me semble que le gros problème de notre secteur, c'est d'être refermé sur lui-même. Et on l'a vu lors de cette crise, il est de plus en plus autour de lui-même. Et aussi, comment mettre en lien les ressources industrielles technologiques de la région avec les ressources artistiques. Voilà, il me semble évident que des liens peuvent être faits ou pourraient être faits entre l'art vivant et les technologies numériques ou les industriels. Et il me semble qu'on souffre de manque de rapprochement entre les deux, alors qu'il semblerait que les industriels aient besoin de créativité en ce moment, surtout dans la période que l'on traverse. Merci. Peut-être, Karen, tu as levé la main, tu voulais répondre à monsieur? Oui, merci, parce que c'est très pertinent ce que vous dites, monsieur Rétière. On travaille là-dessus.
On travaille sur ce sujet justement qui va être au cœur d'ailleurs pour les informations qu'on en a hein, d'une partie d'Europe créative et de tout ce qui se met en place en termes d'innovation, que ce soit au niveau européen, au niveau accélération des industries créatives et culturelles dans le cadre du plan des investissements d'avenir, donc du croisement spectacle vivant et numérique. Ça, tout à fait. Et donc, on travaille là-dessus. On y travaille. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le même cadre. On y travaille dans le cadre des opérations d'intérêt régional. Et effectivement, hein, ce sera un sujet intéressant de permettre aux acteurs du spectacle vivant et aux acteurs de l'audiovisuel de se rencontrer, de se croiser. Ce sera aussi intéressant dans le cadre de montage de futurs projets européens. Sur le croisement avec la dimension industrielle, il y a, me semble-t-il, mais là je vais céder la parole aux spécialistes, un projet sur ce sujet, le projet START, qui est axé sur ce croisement et qui pourrait trouver à s'inscrire effectivement aussi dans une dimension numérique. Avec d'autres dispositifs qui se profilent en région. Voilà pour vous répondre, mais effectivement, ce sont des sujets importants sur lesquels on travaille à la fois côté européen et aussi côté opération d'intérêt régional qui nous permettent de croiser avec nos collègues de l'économie et des entreprises, qui suivent les entreprises. Merci. Alors, il y a une autre question concernant le plafond maximum des aides Europe Créative ou Erasmus+, par rapport aux aides publiques, par exemple avec les aides de la région. Est-ce qu'il y a un plafond maximum des aides Europe Créative ou Erasmus+? Je ne sais pas qui veut répondre. Laurence, peut-être pour Europe Créative? Non, parce que ça n'a pas de... Non. 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 Magali, pour Erasmus+? La même réponse, non. Non. Okay. Non, il n'y a pas de plafond. Par contre, je me permets... Pardon, oui, vas-y. Excuse-moi, Véronique. Par contre, je me permets du coup, parce que j'ai vu qu'il y avait une autre question sur Erasmus+, du coup, je continue, concernant la possibilité de monter un projet avec la Géorgie, enfin un projet plus particulièrement partenariat de petite échelle. Alors malheureusement non, parce que les petits projets de partenariat de petite échelle se montent seulement avec les pays programmes, et les pays programmes, ce sont les pays de l'Union européenne, ainsi que, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, le Liechtenstein, l'Islande, la Norvège, la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie. Donc du coup, non, c'est impossible. Par contre, pour les projets de partenariat de coopération classique, là, oui, vous pouvez, en dehors des 3 partenaires qui doivent être pays programme, vous pouvez associer un partenaire extérieur. Et à ce moment-là, pourquoi pas la Géorgie, mais il faut que ce soit un partenariat de coopération classique. Merci Magali. Marie-Laurence, tu voulais intervenir? Oui. Oui, merci. Oui, je voulais juste préciser par rapport à l'organisation de la région et en partenariat avec le Relais, qu'on est là pour vous depuis le design d'idées jusqu'à l'écriture au dépôt et même après le projet, sur le suivi, sur ce que ça devient et ce que vous pouvez en faire. Voilà, donc c'est vraiment à toutes les étapes. Et par rapport à la question de Franck-Éric aussi, nous, ça nous intéresse de savoir précisément, connaître vos attentes vraiment, et de savoir comment on peut encore mieux travailler ensemble dans le cadre des Lab Europe qu'on met en place avec Relais Culture Europe. Évidemment, on s'est dit qu'on allait travailler sur la question du numérique, mais pas seulement, sur le durable, l'inclusion, l'égalité homme-femme, et voilà, enfin, il y a pas mal de sujets de toute façon. Voilà, donc ça c'est vraiment enfin, n'hésitez pas à nous faire remonter des suggestions, des idées. Et je vois qu'il y a des questions aussi sur le FSE, sur d'autres programmes thématiques aussi. Moi, je vous invite à nous contacter, que ce soit Véronique, Laurence ou moi. Et ensemble, on pourra déterminer quelle est la meilleure option pour vous selon voilà, la maturité
de votre projet, de voir voilà, dans quel programme ça peut s'inscrire. Merci Marie-Laurence. Il y a une question pour Laurence. Allez-vous continuer, vas-tu continuer Laurence à mettre en place ton formidable accompagnement sur les projets transsectoriels? Vous me posez comme ça, ce serait difficile de dire. Je pense que ça permet de revenir, de compléter de rebondir ce que disait Marie-Laurence. Oui, tout à fait. Parce que l'idée aussi, c'est que ça fasse synergie. Donc, que ce qu'on va développer sur le territoire, tout ce dont on parlait sur la dimension plus collective, les labos avec Arsud, etc., ce soit complémentaire en fait de ce qu'on fait par ailleurs. Donc, nous, on a notre activité qui est de ce qu'on appelle de pépinière. Donc, vraiment, pour tout appel en fait Europe créative, quel que soit le volet, quel que soit le moment de l'année, on a un accompagnement en fait public qui est à la fois individuel et collectif et qui va de comment on commence à monter le dossier jusqu'au moment où vous appuyez sur le bouton en fait pour déposer votre demande. Donc ça, en fait, on le continue. On attend juste en fait de savoir quel sera le calendrier des appels pour commencer en fait à le recommuniquer et à le planifier. Et l'idée, c'est qu'on se dit, ça c'est important et nécessaire, mais on voit que c'est pas suffisant si on veut, comme disait Karen au début, élargir la démarche, faire que aussi ça circule, partager plus, réouvrir encore d'autres projets, mettre le pied à l'étrier. Donc c'est aussi de manière complémentaire, on va dire. Donc les deux seront là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question. Oula. Comment peut-on être tenu informé du calendrier des appels à projets sur les différents programmes, s'il vous plaît? Question d'Emmanuel. Je peux si... Oui, vas-y, Laurence. Du coup, on vous remettra aussi dans le PowerPoint. La manière la plus simple, c'est que en fait, vous vous inscriviez en fait on a une newsletter et donc qui à la fois donne des informations générales sur l'évolution du cadre politique, etc. et vraiment informe systématiquement de la sortie en fait de tous les appels, avec à chaque fois aussi l'information sur l'accompagnement qui peut être fait. Et je pense que aussi niveau où il y a peut-être une double inscription à faire, non, peut-être sur le Marie-Laurence. Voilà. Oui. la lettre, la newsletter du bureau de Bruxelles, oui, avec on fait une veille et on alimente le tableau des appels à projets sur tous les programmes. Voilà. Mais il n'y a pas complète. Et puis les sites internet dont je vous ai parlé, dont on vous donnera les infos tout à l'heure en fin de réunion. Pour la Géorgie, alors une question sur la Géorgie. Oula, là il y a plein de questions qui tombent d'un coup. Alors, pardon. Sur la Géorgie. Pour la Géorgie, vous pouvez également regarder les programmes. Alors ça, c'est une précision de Guillaume. Regardez les programmes d'aide extérieure de l'Union européenne et notamment l'instrument européen de voisinage. Avec le lien, vous avez le lien. Merci Guillaume. Une question de Eva. Concernant vos actions liées au partenariat Région Relais Culture Europe, vous disiez vouloir avoir des acteurs relais sur le territoire avec le développement d'une formation. Comment est-il prévu la sélection de ces relais et la mise en place de ce dispositif? Bonne question, Eva. Donc, on est en train d'y travailler avec à la fois le relais, la direction de la culture, le bureau de Bruxelles et nous pour mettre en place ce réseau. Pour le moment, on est encore en cours de travail là-dessus. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément. Pour Horizon Europe, vous avez indiqué qu'il pouvait y avoir une expertise sur le montage technique et financier. Y a-t-il un? Alors, sur Horizon Europe, je me permets, Valérie, de faire passer ta question à Amira, qui malheureusement a dû nous... Ah, elle est toujours là, Amira. Bon, mais je croyais que tu étais partie. Tu as le temps d'y répondre? Je partais et j'ai vu cette question, mais sauf qu'elle n'est pas vraiment axée Horizon Europe.
Super, merci. Par contre, elle est un peu plus axée sur tous les programmes. Et moi, je n'ai pas la réponse pour tous les programmes, mais je mets dans le chat le lien vers la page où il y a tous les experts sur toutes les thématiques. Je vous invite, si vous êtes intéressé par un autre programme européen, de contacter l'expert en lui demandant est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement. C'est vraiment spécifique pour chaque programme. Après, Véronique et Marie-Laurence sauront s'ils ont quelque chose sur le programme Europe Créative, tandis que mes autres collègues de la coopération, je ne sais pas, d'autres programmes auront l'info. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Pour un projet de création de cinéma itinérant, nous orienter vers un montage du projet Leader. Est-ce le dispositif le plus adapté? Comment savoir dans quel programme se diriger? Merci. Alors, n'étant pas spécialiste du projet Leader, je ne sais pas si peut-être Marie-Laurence, tu peux répondre là-dessus. Il me semble que oui, ça doit être dans le cadre des GAL, mais je vais plutôt laisser la parole à Marie-Laurence, si elle peut y répondre. Sinon, on note la question et on vous répondra par mail. Oui, pardon, mon micro était coupé. Oui, je répondais à une autre question sur le chat. Mais concernant Leader, il faut vraiment se rapprocher des GAL. Parce que chaque GAL a sa stratégie. Donc, voilà. Donc, peut-être se rapprocher aussi du réseau rural régional. Oui, Leader, ce sont les GAL, précise Pascal. Merci, Pascal. D'autres questions? Je vois des mains levées. Alors, je ne sais pas si ce sont les mains levées qui n'ont pas été baissées ou si ce sont des nouvelles mains levées. Est-ce que quelqu'un souhaitait prendre la parole? Guillaume. Non, désolé, Guillaume. c'était juste la réaction sur la Géorgie. D'accord. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. À quel moment pensez-vous que nous serons fixés sur l'ouverture possible d'Europe créative aux pays de l'autre côté de la Méditerranée? Laurence? Il y a plusieurs réponses à la question sur si c'est sur le volet culture, l'ouverture devrait, la possibilité d'ouverture à l'est et au sud devrait normalement en fait rester la même. Après, c'est une négociation pays par pays. Donc, c'est ce qui s'était passé normalement pour 2014-2020. L'idée, c'était d'ouvrir à tout. Finalement, il n'y avait que la Tunisie. Pour tout ce qui est programme audiovisuel et transsectoriel, il y a une petite péripétie de plus, c'est que c'est la participation en fait de ces pays est liée avec le fait est-ce qu'ils acceptent de mettre en œuvre en fait le même paquet réglementaire, notamment de protection sur la question des droits d'auteur que les pays en fait membres. Donc il y a une transition en fait de 2 ans pendant laquelle en fait ils vont être participants comme avant. Mais il est possible qu'après, ce ne soit plus le cas. Merci. Donc, concernant Leader et Légal, Robin a envoyé le mail d'un contact que vous pouvez, l'adresse mail d'un contact. Donc, pour la personne qui posait la question sur le cinéma itinérant, dans le chat, vous avez l'adresse mail d'un contact sur le programme Leader. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre et terminer. Non, pas de questions? Ok. Donc, est-ce que Monsieur Bissière est là? Je suis là, en effet. Bonjour Monsieur Bissière. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous donner la parole pour la conclusion. Oui, d'accord. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et puis, vous me permettrez de remercier en début de propos ceux qui ont permis l'organisation de cet après-midi, de cette rencontre, à savoir la direction de la coopération européenne de la région, à savoir le relais culture Europe avec qui on travaille depuis quelques temps. Et puis, bien entendu, puisque en tant qu'élu régional, je veux remercier le service de la culture, la direction de la culture de la région, ainsi que
Karen Nissen m'a remplacé au pied levé puisque je devais faire en fait l'introduction de ce séminaire. Et puis comme j'étais en commission culture en début d'après-midi, nous avons permuté, j'ai fait la conclusion. Donc merci à Karen Nissen et ses équipes d'avoir animé et organisé cette rencontre. Et puis, puisque je suis également le président de Art-Sud, qui a certainement été évoqué en cours d'après-midi, je voudrais remercier aussi l'équipe de Art-Sud qui s'est mobilisée. Je crois que Nathalie Anton, Laurent Jean étaient connectés, donc je ne sais pas s'ils ont pris la parole cet après-midi, puisque moi je viens juste de me connecter, mais voilà, c'est le fruit c'est cette union de toutes ces volontés qui a permis donc que vous puissiez vous réunir cet après-midi et travailler sur cette présentation que nous voulions faire pour présenter notamment les programmes européens pour le monde de la culture et de l'audiovisuel. Alors pourquoi avoir lancé cette réunion cet après-midi? Peut-être, ça a certainement été dit, que les programmes européens sur une période qui a été certainement précisée entre 2021, on y est, jusqu'en 2027, entre donc de maintenant en vigueur et au regard de la situation actuelle, et je suis persuadé que vous en avez longuement parlé également, du monde de la culture lié à la crise sanitaire, il apparaît qu'il est bon d'informer, il nous paraissait en tout cas bon d'informer les opérateurs régionaux de ces secteurs culturels et cinématographiques des opportunités que peuvent présenter tous ces programmes, et puis par la suite leur évolution, parce que je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, comme ça l'est encore parfois pour moi, tout ce qui concerne l'Europe, c'est à la fois proche mais lointain et parfois très complexe et compliqué. Et je sais, pour avoir été élu à la culture dans une municipalité, que bien souvent, les dossiers ne sont pas montés parce qu'on a peur d'une certaine complexité. Et puis on dit que c'est trop lourd et c'est trop compliqué. Donc j'espère qu'en tout cas que cette réunion et ce webinaire aura permis de dédramatiser un certain nombre de peurs et parfois de contraintes. Ça a été certainement également dit cet après-midi, le programme qui est dédié Europe créative est doté d'une somme importante, puisque je sais que c'est plus de 2 milliards d'euros pour la période que je viens de vous citer. Et puis en outre, les programmes qui ont également été certainement annoncés cet après-midi, Horizon Europe et Erasmus, puisque j'ai entendu qu'on a parlé d'Erasmus quand je me suis connecté, comportent eux aussi des montants et des volets dédiés à la culture et aux industries culturelles et créatives. Peut-être aussi pour rappeler, mais ça a certainement été dit au cours de l'après-midi, qu'en région sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a délibéré il y a quelques mois, c'était en fin d'année, pour adopter une convention de partenariat avec Relais Culture Europe, que je remercie encore une fois de nous accompagner et de nous aider, qui assure ici en France, sur le territoire national, et puisqu'on parle de région ici sur notre territoire avec nos 6 départements, la fonction du bureau d'information pour tout ce qui est ce programme Europe créative, et pour mettre en place un certain nombre d'actions vers des opérateurs culturels et audiovisuels que vous êtes sur notre territoire. Lorsqu'on a réfléchi du moins à l'organisation de cette après-midi d'échange et de présentation de dispositifs, on a vraiment souhaité offrir aux acteurs culturels les meilleures chances pour mobiliser ces fonds européens, avec une volonté de présenter ces orientations et d'utiliser ces orientations et ces programmes pour chacun d'entre vous. Alors, je vous disais que je serais un petit peu en retard puisque j'étais en commission, et puis après j'avais une intervention préparée, puisque demain j'interviens dans le cadre du Festival d'Avignon qui fait sa présentation de programme. Donc j'ai entendu qu'il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées. J'espère que vous avez pu avoir les uns et les autres les explications que vous en attendiez, car c'est vraiment notre souhait, voilà, c'était de vous accompagner. On sait que l'Europe, il y a de l'argent,
On le sait, on ne va pas toujours aller chercher les crédits comme on pourrait le faire, mais il y a plein de dispositifs d'accompagnement qui pourraient servir aux uns et aux autres. Donc, j'espère en tout cas que cet après-midi a été intéressante, enrichissante, positive pour les uns et pour les autres. J'ai vu quand je suis arrivé qu'il y avait à peu près 120 ou 130 personnes connectées. Donc, ça démontre bien l'intérêt et l'envie que vous aviez de pouvoir participer, de poser des questions avec l'espoir d'avoir un maximum de réponses. J'espère que vous serez aujourd'hui satisfait de cet entretien. C'est le début d'une longue démarche parce que je sais notamment, puisque avec Art Sud, on a travaillé dessus, il va y avoir un certain nombre d'ateliers qui vont être proposés. Et avec Nathalie, quand on a préparé la rencontre, on a parlé notamment des ateliers 360. Donc, je ne sais pas si Nathalie, vous êtes intervenue. On a parlé également de formation. Donc, aujourd'hui, c'est un début d'échange, un début de présentation, un début d'accompagnement qui va s'échelonner sur plusieurs mois, même peut-être sur l'année. Alors, mes services m'avaient juste donné une note pour rappeler que dans le domaine culturel et audiovisuel, la stratégie européenne poursuivie par l'institution régionale s'appuie sur les leviers suivants. Et je précise bien que le terme levier est tout à fait d'actualité et bien trouvé. D'abord, renforcer la compétitivité des secteurs de la culture, de la création et du patrimoine. On est bien au cœur du dispositif. Permettre l'émergence de projets culturels innovants sur le territoire, là, on est également tous d'accord. Favoriser la diversité culturelle, accroître la mobilité et la visibilité des artistes et de leurs œuvres, promouvoir le patrimoine culturel, et Dieu sait qu'ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est très riche. Et enfin, soutenir le cinéma comme outil de création, de développement et d'éducation aux images. Et je me permets juste de rappeler le plan stratégique qu'on a mis en place il y a quelques mois, suite à la concertation qu'on avait lancée avec l'ensemble de la filière cinéma, sur une période de pratiquement 1 an, puisque entre le début, la première réunion qui s'était faite à l'hôtel de région et la restitution en présence du président Musier, il s'est à peu près écoulé 1 an, donc au cours duquel on a travaillé avec chaque métier de la filière cinéma pour voir comment, là encore, on pouvait les accompagner. Voilà, donc je ne veux pas être trop long parce qu'on m'avait dit que j'avais 5 minutes, mais je crois qu'on est un petit peu en avance. On est un petit peu en avance, ne vous inquiétez pas. C'est ça, donc non, mais voilà, moi j'ai dit l'essentiel. S'il y a quelques questions auxquelles je peux répondre, je n'aurai pas le côté technique des intervenants qui sont venus apporter leur témoignage, leur expertise auparavant, mais je veux bien rester encore quelques minutes avec vous. Voilà, vous avez bien compris que notre rôle dans l'organisation de ce type de rencontre, c'est d'être un facilitateur de démarche. Et j'espère que l'ensemble des nombreux connectés, je vois encore à ce moment de la journée, a été satisfaite et qu'on pourra continuer à travailler ensemble, les uns avec les autres, les uns plus les autres, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Bissière. Vous avez bien souligné le fait que c'est que le début, effectivement, cette réunion aujourd'hui est le début de tout un plan d'action qu'on vous a rapidement présenté tout à l'heure, en partenariat avec Relais Culture Europe et l'appui, effectivement, d'Art Sud. Donc, on est amené à se retrouver bientôt autour de peut-être plus petites formes, hein, des formations, des ateliers, des labs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de conclure et là, j'ai affiché donc les informations utiles avec le site internet dont on vous a parlé, Europe Ma Région Sud et la plateforme Ma Région Sud Up to Europe pour monter vos projets. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Bissière? Soit je leur fais peur, soit ils sont fatigués. Je ne crois pas. Non, Pas de questions pour Monsieur Bissière? Si? je veux bien poser une question. En tout cas, vous savez que si vous avez des questions les uns et les autres, vous pouvez me contacter par mon secrétariat à la région. Vous pouvez voir avec Karen que je vois connectée, puisque je vois ça. Allez-y, Monsieur Rétière. Oui, je veux bien poser une question à Michel. Bonjour déjà. Ma première question, ça serait de savoir justement, c'est la question que je vous ai posée un peu, comment mettre en lien les ressources industrielles de la région avec les ressources artistiques. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une sorte de renfermement du spectacle vivant sur lui-même, l'art vivant, et j'aimerais bien rêver à comment on pourrait faire des conjonctions de coordination plus fortes, en fait, entre les secteurs.
notamment le secteur industriel et les secteurs artistiques, peut-être par exemple. Ah, Monsieur Bissière, vous voulez répondre? Est-ce que vous êtes encore là avec nous? Je sens qu'il y a un problème de connexion. Je crois qu'il y a un problème de connexion, justement. Oui. Bon, Karen avait répondu en partie à votre question. Voilà. Monsieur Bissière, vous êtes là? Je crois que justement, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Bon. Ouais, tant pis. Bon, Madame Nielsen avait répondu en partie déjà à votre question. On aurait voulu avoir la réponse de Monsieur Bissière, mais ce sera par mail, visiblement. Donc, je réaffiche les informations utiles parce qu'on me l'a demandé. Non, donc, juste, oui. Oui, il y a, alors, me semble-t-il, mais il faudrait vérifier ça, Marie-Laurence et Véronique, il y a un programme START, donc c'est tout l'enjeu justement de mettre en relation des chercheurs, des artistes, des entreprises, donc à voir dans ce cadre-là, parce que c'est intéressant, c'est vrai que cette question des collaborations, ce qui s'appelle dans le... Pardon, mais comme ce n'est pas ma spécialité, je peux dire le jargon européen. J'espère qu'on me le pardonnera pour clôturer ce séminaire. Les collaborations transsectorielles est appelée à se développer, effectivement. Donc, il faudrait regarder du côté de ce programme. Et nous, là, on est plutôt sur du moyen terme. Ce que vous proposez, c'est assez structurant, mais ça ne peut pas se mettre en place comme ça aussi facilement. Donc, on sera sans doute amené à faire des propositions sur ces sujets dans les mois à venir. Et je vous disais, un des points d'appui, c'est la dimension des opérations d'intérêt régional. Voilà, qui est organisée un peu par filière. Ce sont les filières qui sont stratégiques au niveau de la région. Donc, vous allez avoir la naturalité, la santé et les industries créatives et le tourisme. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant à un moment de croiser cette approche par filière parce qu'on peut effectivement tout à fait imaginer des projets qui impliquent de nouveaux dispositifs narratifs. On le voit sur des jeux dans le domaine du traitement de certaines maladies ou des choses comme ça. Donc, il y a des exemples en la matière et on pourrait imaginer effectivement des rencontres pour voir si des projets émergent. Mais là, vous êtes sur un sujet qui est quand même un sujet assez nouveau. Donc, on sait que ça va être dans le viseur européen. On sait que c'est un sujet intéressant. Pour l'instant, on n'a pas de réponse à apporter très rapidement sur ce sujet. On espère pouvoir monter des dispositifs qui permettent cette rencontre assez rapidement. Le seul que je vois qui est immédiatement actionnable, c'est ce dispositif START. On creuse et on vous revient là-dessus. Oui, juste pour compléter, il y a déjà eu des expérimentations dans Europe Créative et justement l'approche transsectorielle et transdisciplinaire, c'est vraiment l'objet des programmes thématiques, donc des coopérations avec notamment des universitaires, des scientifiques dans Horizon Europe, mais pas seulement. Donc il y a déjà eu des choses, mais effectivement, ça va vraiment s'accentuer dans cette programmation. Merci. Merci à vous. Ça va pour les informations utiles? Ceux qui souhaitaient que je les affiche, vous avez eu le temps de noter? Oui? Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions aussi par mail. Nous, on va vous envoyer la présentation, comme je vous ai dit, augmentée, c'est-à-dire avec des informations en plus par rapport à ce qu'on vous a dit oralement aujourd'hui. Voilà, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. Si on ne peut pas répondre directement, parce que vous avez compris qu'en ce qui me concerne, et Marie-Laurence, on est plutôt orienté programme thématique, mais si vous avez des questions sur les autres types de programmes, les fonds structurels, de toute façon, on fera le relais. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos projets. On est là pour vous aider. Et puis, on revient bientôt vers vous avec de nouvelles aventures, des ateliers, comme on vous a expliqué, des formations autour des projets de coopération
européenne. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.